VOA Afrique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de Washington Forum en 2016. Toute la rédaction de VOA Afrique vous souhaite une bonne et heureuse année. La crise centrafricaine a fait les gros titres en 2015 et les Centrafricains espèrent que la présidentielle maintes fois repoussée apportera enfin la paix dans le pays. Le scrutin présidentiel a donc livré son verdict avec l'annonce des résultats du premier tour. Fallait-il organiser ce vote coûte que coûte avant la fin de l'année? C'était le souhait de la communauté internationale, mais à quel prix? Les Centrafricains vont-ils tourner définitivement la page d'une crise sans fin? Élément de réponse dans ce Washington Forum. Washington Forum. Merci de votre fidélité à VOA Afrique et ne manquez pas en deuxième partie de notre émission un reportage unique sur le dernier sanctuaire d'éléphants en Centrafrique, à Dzanga-Sanga. Mais tout d'abord, place à la politique, alors qu'à Bangui, l'autorité nationale des élections vient d'annoncer les résultats du premier tour. C'est la fin de l'attente pour les candidats. Selon les résultats publiés ce jeudi, deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, arrivent en tête du premier tour. Dologuélé a recueilli près de 24% des suffrages devant Faustin Archange Touadéra qui récolte près de 19,5% des voix. En exclusivité ce soir sur VOA Afrique, suite à l'annonce de ces résultats, nous sommes en ligne avec le candidat arrivé en tête, Anissé Georges Dologuélé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un succès pour vous, vous arrivez à la première position. Quelle est votre réaction suite à l'annonce de ces résultats du premier tour? Une forme de satisfaction parce que nous sommes 30 candidats, donc arriver en tête sur 30 candidats, c'est un résultat appréciable, mais en même temps j'ai bien conscience du fait que le combat n'est pas gagné, qu'il reste encore un deuxième tour et qu'il faut rester mobilisé et préparé pour ce second tour. Et c'est le début des négociations avec les autres candidats pour des alliances? Oui, bien sûr, on ne peut pas aller à un deuxième tour dans un système où on a eu 30 compétiteurs sans nécessairement avoir un partenariat avec certains d'entre eux, sinon la totalité si possible. Parce que vous savez, demain, ce qui va se passer en Centrafrique, c'est qu'il va falloir on aura besoin de beaucoup d'hommes de qualité pour résoudre les nombreux problèmes du pays. Donc chaque homme politique qui peut apporter quelque chose d'intéressant. Et selon vous, pourquoi les électeurs ont porté finalement leur suffrage sur votre nom, sur ce premier tour? Je ne me mets pas à leur place. Je pense que j'ai un projet qui tient la route. Je pense que j'ai une personnalité qui convient à ce qu'ils cherchent à ce moment précis de l'histoire du pays. Et donc, il y a une symbiose entre les populations et moi, et c'est ce qui a donné ce résultat. Merci, je rappelle que nous étions en direct sur VOA Afrique avec Anissé Georges Dologuélé, candidat arrivé en tête du scrutin présidentiel, le premier tour en Centrafrique. On rappelle que près de 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes. C'était le 30 décembre dernier pour élire un nouveau président et les députés. Ces résultats doivent maintenant être validés par la Cour constitutionnelle. Retour sur ce scrutin tant attendu avec Salwa Jaafari. Encore quelques urnes à dépouiller, le suspense est angoissant. Il est en tout cas pour les 30 candidats de ces élections. Les résultats du décompte devraient tomber d'un moment à l'autre. En attendant, les résultats partiels n'ont pas manqué de provoquer des remous. En début de semaine, une quinzaine de candidats ont demandé l'arrêt du processus électoral et pour cause, les bulletins sont venus avec des surprises. À commencer par ce professeur de mathématiques, Faustin Archange Touadéra, un outsider qui n'était pas du tout une menace jusqu'à il y a quelques jours. Autre candidat en tête, Anissé Georges Dologuélé, qui lui est soutenu par la majorité des bailleurs de fonds. Désiré Kolimba et Martin Ziguélé font aussi partie des favoris et des satisfaits pour l'instant. Car il se pourrait, selon plusieurs observateurs, que chacun de ces candidats se joigne au groupe des mécontents si les bulletins ne les donnent plus favoris. Les mécontents, ils sont déjà plusieurs et ils se sont fait entendre en début de semaine. Une quinzaine de candidats ont demandé l'arrêt des élections. Une initiative qui semble aujourd'hui avoir peu de chances d'aboutir. Karim Mekassoua, signataire du communiqué, a fait machine arrière en précisant mardi, dans une déclaration qui ne visait pas l'annulation du scrutin.
Pour la troisième transition, j'ai dit non. Pour l'annulation des élections, j'ai dit non. Mais l'arrêt, la suspension de ce processus en cours, j'ai dit oui, parce qu'au fur et à mesure qu'on égrenait les résultats, il y a des candidats qui étaient bien placés et dès lors qu'ils sont déclassés, il y a non, il y a danger. Malgré la polémique, le dépouillement de l'ANE se poursuit et devrait prendre fin bientôt. La Cour constitutionnelle sera alors chargée de les valider ou pas. Voilà, le décor est planté pour parler de cette présidentielle en Centrafrique, dont le second tour aura lieu en principe le 31 janvier prochain. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés celle qui était l'envoyée spéciale de VOA Africa Bangui, Tatiana Mosso. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Depuis Bangui, l'un des candidats de cette présidentielle, Charles Armel Douban. Bonsoir. Monsieur Douban, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Également en studio avec nous depuis Washington, l'ancien Premier ministre centrafricain Jean-Pierre Leboudère. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin depuis Dakar, l'envoyé spécial de l'organisation de la conférence islamique en RCA, cher Tidiane Gadio. Bonsoir. Bonsoir. Charles Armel Douban, actualité oblige, je me tourne vers vous. L'ANE vous crédite de 3,33% des suffrages ce soir. Quelle est votre première réaction à la suite de ce premier tour ? Écoutez, un sentiment de satisfaction parce que le peuple centrafricain s'est exprimé, parce qu'il s'est déplacé massivement pour exprimer son vote. Et aujourd'hui, avec les résultats partiels publiés par l'autorité nationale des élections, nous voyons clairement afficher les deux têtes de liste. Et avec la révélation du scrutin autour de ma modeste personne, parce que vous savez que les 5 arrivés en tête sont d'abord pour les 3 premiers les anciens premiers ministres et suivis des 2 enfants des anciens chefs d'État. Et donc, du coup, chacun se battant sur son bilan en tant que Premier ministre, et puis les autres se battant sur le patronyme et le bilan également passé. Mais Monsieur Douban, oui. Maintenant que ces résultats sont publiés, la question de l'entre-deux tours, est-ce que vous allez faire alliance avec l'un des 2 premiers candidats ? Eh bien, écoutez, je suis venu dans ces élections avec un projet pour mes compatriotes et pour mon pays. Et est venu le temps, justement, sur la base des résultats qui ont été donnés et surtout le capital confiance avec ces 39 000 voix qui m'ont été données par mes compatriotes. Justement, tout en sachant que la situation aujourd'hui exige la mutualisation de toutes les forces et des volontés pour aider ce pays à avancer, au vu des projets et programmes présentés par ceux qui sont arrivés en tête, nous allons entamer des discussions pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais il est clair que le gagnant d'aujourd'hui doit être le gagnant de la République centrafricaine qui a besoin de tout le monde pour avancer. Alors, Tatiana, vous étiez sur place pour VOA Afrique, on le disait. Après les couacs du référendum du 13 décembre, cette présidentielle, finalement, s'est-elle mieux passée ? Écoutez, le vote s'est mieux passé. Il y avait des craintes qui étaient réelles et qui étaient justifiées puisqu'il y avait des problèmes techniques, il y avait des problèmes logistiques. Plusieurs candidats avaient demandé un report plus tardif, c'est-à-dire au 3 janvier. Finalement, les Centrafricains se sont effectivement déplacés. Il y avait une vraie volonté de voter le 30 décembre et l'ambiance était plutôt bonne, même si les gens anticipaient sur ce scrutin, et c'est une bonne chose. 30 candidats, c'est pas donné dans toutes les élections, notamment africaines, et c'est plutôt, on va dire, une réussite globalement. Et on rappelle évidemment que le taux de participation, pour le moment provisoire, est de 79%, ce qui est quand même un chiffre énorme. Est-ce que ce duel Dologele et Touadéra était attendu ? Alors Dologele, je vous dirais qu'une fois en étant sur place, oui, c'est un candidat qui est connu des Centrafricains. Ce n'est pas une surprise, Charles Armel Douban l'a rappelé, il y avait des anciens premiers ministres, il y avait des fils de présidents. Donc on va dire que les Centrafricains, pour ce premier tour, semblent avoir fait un vote qui est de personnes qu'ils connaissent, des gens dont ils n'ont pas réellement de surprise. Après, Touadéra, oui, c'est la surprise, notamment pour ceux qui sont à l'extérieur de la Centrafrique. On ne l'attendait pas, mais déjà, 2-3 jours avant que les résultats ne soient prononcés, on sentait des choses se consolider. Et peut-être que oui, il y a des outsiders plus que sérieux, comme Kolimba, comme Touadéra aujourd'hui. Et peut-être que c'est de ça dont a besoin la Centrafrique, à la fois de gens solides qu'ils connaissent déjà, et aussi pour renforcer, entre guillemets, des surprises.
Merci beaucoup, Tatiana. Alors évidemment, l'entre-deux tours, le jeu des alliances va commencer. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose ces quelques témoignages de Centrafricains recueillis par le correspondant de VOA Africa Bangui, Freeman Sipila. Le futur président, s'il nous apporte la paix dans le pays, on est tranquille, afin que les affaires, le pays évolue dans un bon sens. C'est l'essentiel. Si jamais ce nouveau président peut ne serait-ce que aider, surtout les jeunes comme moi, à nous en sortir avec nos éternels problèmes de chômage. C'est ça en réalité ce que je vois comme priorité. Donc la sécurité et le travail pour les Centrafricains. Ce que j'attends du futur président qui sera élu, c'est que la paix est un homme nouveau, compréhensif, qui pourra unir tous les peuples centrafricains. Ce que j'attendais de lui, j'attendais le travail, le progrès, la soumission, la réussite de ce pays. Maintenant que les élections sont plus ou moins passées, on espère que le chef de l'État ou le chef du gouvernement, ils arriveront à trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse nous ramener l'armée et faire en sorte que la sécurité soit revenue. Merci. Dans les mois à venir, c'est juste pour le rétablissement de l'armée et mettre la paix. Il faut favoriser le retour des passés internes dans leurs lieux respectifs. Je veux que le président soit un président rassembleur qui puisse unir tous les Centrafricains de confession, que ce soit musulmane ou soit chrétienne. Un président bosseur, un président qui pense d'abord à l'intérêt général, qui met la main à la pâte pour que la Centrafrique puisse aller de l'avant. Je veux un président bosseur qui unit les peuples, un président qui travaille, un président qui pense à l'intérêt général. C'est ça notre souhait. Voilà pour ces témoignages de Centrafricains sur VOA Afrique. Jean-Pierre Le Gouder, ancien Premier ministre centrafricain, je me tourne vers vous. Cette présidentielle a été reportée à de nombreuses reprises, la dernière fois du 27 au 30 décembre 2015. Pourquoi fallait-il voter à tout prix avant la fin de l'année 2015, selon vous? Merci. Je crois qu'on doit avoir la modestie de penser à tous ceux qui ont aidé à l'organisation. Il y a les autorités de la transition, l'Agence nationale des élections, mais surtout les partenaires qui ont accompagné les Centrafricains, le G8. Et dans le G8, vous avez les États-Unis d'Amérique, la France, l'Union européenne. Ces pays, ces organisations, plus les Nations Unies, ont une longue expérience des crises et des élections. En même temps, il y a la règle des budgets. Si les budgets votés s'arrêtaient le 31 décembre, vous savez, même dans les démocraties occidentales, ce n'est pas simple de faire des rallonges, surtout que ces démocraties occidentales sont confrontées à de grands défis aujourd'hui qui pèsent sur leur budget. Donc je pense que l'important, c'est de mesurer. Et les vrais héros, ce sont les Centrafricains qui se sont déplacés en masse dans un pays en plein trouble, à près de 80%, ils ont vaincu leur peur des armes pour aller voter. C'est donc qu'ils aspiraient à ce vote. Alors, reculer, est-ce qu'on aurait eu plus? Alors justement, question intéressante, cher Tidiane Gadio, avez-vous le sentiment que ces élections permettront de vraiment tourner la page de cette crise centrafricaine? Je crois que la Centrafrique et tous les amis de ce beau et grand pays africain n'ont pas le choix. La Centrafrique doit tourner cette page douloureuse de son histoire. Je dois dire qu'il nous faut d'abord tous féliciter le peuple centrafricain parce qu'il s'est mobilisé malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré les questionnements. Ce peuple s'est mobilisé et a fait un excellent travail. Il est allé voter malgré les difficultés, malgré les problèmes de sécurité. Il faut aussi féliciter les autorités de la transition. Et il faut féliciter la communauté internationale. Maintenant, comme on dit, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Je crois que l'essentiel même doit commencer maintenant, que nous avons un processus qui est lancé. Il faut donner le droit à ceux qui ne sont pas satisfaits de contester par les voies légales, constitutionnelles. Il faudrait faire justice au peuple centrafricain qui veut sortir de ce long cycle de crise depuis l'indépendance de ce grand pays africain, avec un président, un leader, père de l'indépendance, Barthélémy Boganda, qui voulait unir l'Afrique à partir de la Centrafrique, d'où d'ailleurs le nom République centrafricaine. Ce pays-là mérite plus et mieux. Notre organisation
l'organisation de la conférence islamique s'est impliquée. Alors justement, voilà, Monsieur Gadio, vous parliez des aspirations des Centrafricains. On a eu de nombreux commentaires évidemment sur notre page Facebook. On va les lire, c'est l'habitude dans cette émission Washington Forum. On lit vos commentaires, vous qui avez réagi, notamment Raïm Tiemtor de Ouagadougou au Burkina Faso. Quand il s'agit d'accepter son échec, les candidats refusent. Il faut faire preuve de responsabilité. Dans tous les cas, c'est la RCA qui gagne. Dès lors, il appartient aux Centrafricains de manifester leur ras-le-bol pour montrer leur volonté de sortir de cette crise sans précédent. Idriss Yaya, réfugié centrafricain justement au Cameroun, notre souci c'est de tourner définitivement la page, même s'il y a des trucages, mieux vaut ça par rapport aux multiples transitions. Ephrem Pangou, lui il est à Bangui. Nous, citoyens centrafricains, devons tirer les leçons de morale et laisser le choix à l'autorité nationale des élections et à la Cour constitutionnelle de juger. Voilà pour ces commentaires. Tatiana, on parlait tout à l'heure de la communauté internationale, on parle évidemment de cette force onusienne, la MINUSCA qui est sur place. On ne peut pas faire l'impasse sur toutes ces accusations de viol, d'agression sexuelle, d'abord contre les soldats français de la force Sangaris et après les casques bleus de la MINUSCA. Est-ce qu'on en parle beaucoup à Bangui ? Alors écoutez, dès qu'il y a eu les premières accusations, notamment envers les soldats français, très vite à Bangui, on en a parlé. Une fois que ça a suivi sur les soldats de la MINUSCA, ça a été le même scénario, jusqu'à la démission de Babacar Gaye, on s'en souvient. Aujourd'hui, il faut savoir que le mandat onusien est toujours délicat à appliquer et de plus en plus. Et il y a, on voit du moins une vraie volonté de la part de l'ONU, du siège à New York, d'essayer de clarifier, d'essayer de prendre les devants. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la population en général voit toujours ces soldats comme une présence étrangère, hostile, et avec des agressions comme celle-ci, même présumées, avec des agressions comme celle-ci, forcément, la seule chose auquel aspirent les Centrafricains, c'est demain de retrouver leur propre armée, leur propre indépendance, ainsi que d'essayer de ne plus être contrôlés par, entre guillemets, une armée extérieure. Voilà, vous êtes toujours sur VOA Afrique. Avant, évidemment, de poursuivre notre émission, marquons une pause. Ne manquez pas la deuxième partie, je le disais tout à l'heure, évidemment, le reportage de Tatiana Mosso. Restez branchés sur VOA Afrique. 6 parties des favoris. Gros plan cette semaine sur la Centrafrique où les résultats du premier tour de la présidentielle sont tombés. On en parlait dans la première partie de notre émission. On remercie notamment Charles Armel Douban d'avoir été avec nous ainsi que cher Tidiane Gadio. Mais les Centrafricains espèrent que la crise sera vite derrière eux. Une crise aux multiples facettes due notamment à la faiblesse du pouvoir central à Bangui pour contrôler le vaste territoire centrafricain et ses nombreuses richesses. Tatiana, c'est la raison pour laquelle vous vous êtes rendu notamment au-delà des élections en Centrafrique et vous avez notamment visité le dernier parc naturel, le dernier sanctuaire des éléphants. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, c'est à Bayanga, qui se trouve dans le sud-est du pays, à la frontière avec le Cameroun et le Congo. C'est une région isolée comme on a souvent l'impression que les régions sont isolées. Alors on a eu l'occasion de faire une patrouille qui partait donc de Bayanga, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui nous a emmenés à Bayokou où il y avait des gorilles, des dos argentés, puis à Mogambé et ainsi qu'à Dzanga où se trouve justement ce fameux sanctuaire des éléphants. Un sanctuaire où en 2014 les Séléka, lors de leur descente vers Bangui, ont tué près de 25 éléphants. Et justement, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder à présent ce reportage de Tatiana Mosso, envoyée spéciale de VOA Afrique en Centrafrique. On se retrouve juste après pour en parler. Le conservateur du parc met le feu à 263 armes artisanales et 36 000 câbles de fer. Des pièges qui ont été saisis lors de l'arrestation de braconniers en 2014. Et le grand problème au niveau du braconnage, c'est le réseau. Le réseau qui est très important à pouvoir maîtriser et détruire si possible. Mais le petit braconnier qui va sur le terrain, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est vraiment de savoir là où c'est organisé et si c'est possible,
pouvoir détruire ces réseaux. On a des réseaux, on a des informations, mais ce qui rend un peu difficile, c'est que les trois États-là partagent une même frontière. Pour un braconnier qui se trouve par exemple sur le territoire camerounais, qui vient commettre un forfait sur le territoire centrafricain, ça devient compliqué pour le poursuivre. Pour savoir comment ces armes ont été récupérées, il faut suivre une patrouille d'éco-gardes. Ils sont 57 au total à parcourir 3000 mètres carrés d'aires protégées. En septembre 2014, au plus fort de la crise centrafricaine, dans ce parc national, 26 éléphants avaient été abattus par les Séléka. En 2015, VVF a observé une recrudescence du braconnage des pachydermes. Nous suivons donc Pascal, dit Kempes, et ses hommes à travers la forêt sur la trace des éléphants. Dans ce sanctuaire, il reste au moins 150 spécimens. Mais 60% des éléphants de forêt de l'Afrique centrale ont déjà disparu. Ils viennent de tous côtés. Deux fois, ils viennent du Cameroun, deux fois, ils viennent de Nola, Berberati. Ils se campent quelque part. Ils cherchent l'endroit où les éléphants se trouvent. Et c'est là qu'ils viennent pour les abattre. Et surtout, le plus danger est que la femelle avec le petit. Donc là, il faut beaucoup faire attention. Sinon, ils risquent de vous charger. De la théorie à la pratique, un peu plus loin sur un sentier, nous tombons sur une femelle. Les oreilles dressées, elle se montre menaçante face aux éco-gardes. Qui tentent eux aussi de l'impressionner. Ça, c'est la position dangereuse. Quand il nous a sentis, avec le petit, il cherche maintenant à nous attaquer. Donc c'est très dangereux. Donc là, il faut éviter tout cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'attitude à avoir? Bon, pour nous, on peut se maîtriser et puis on change l'itinéraire par rapport à sa position et on continue la patrouille. Il parcourt environ 20 km à pied par jour pour une patrouille d'une semaine en moyenne. Le groupe se compose de pisteurs, de porteurs et d'éco-gardes. Leur formation dure généralement entre 2 semaines et 2 mois sur un site à Bayanga. Peu de matériel, un GPS, mais pas de radio, et 2 kalachnikovs. À la tombée de la nuit, les tours de garde s'organisent. 5 heures du matin, les hommes se préparent à repartir. Aucun éléphant ou gorille n'a traversé le camp comme cela arrive parfois et aucune présence de braconniers n'a été détectée. La chaîne est complexe. Elle va du simple chasseur aux acheteurs d'ivoire en Chine. Le braconnage gangrène les réserves et parcs du pays, mais le trafic d'ivoire, lui, dépasse largement les frontières de la Centrafrique. Les Bayaka, le peuple pygmée, de par leur connaissance et à quel point ils sont à l'aise en forêt, ce sont les meilleurs chasseurs évidemment pour approcher des éléphants, vu qu'en forêt il faut faire des tirs à moins de 30 mètres. Eux seront sous la supervision, on va dire, d'une sorte de chef d'équipe qui envoie donc ses équipes de chasse. Et lui fait partie d'une échelle un peu plus élevée mais qui reste assez basse. Donc lui il va essayer de revendre l'ivoire à des personnes qui eux ont plus d'argent, qui ont des capacités à s'organiser pour justement amener ça sur différents endroits. Donc ici c'est vrai qu'on peut dire que ça part au Cameroun pour notamment le port de Douala, parce que là ça peut partir sur différents ports et ensuite rejoindre l'Asie, vu que c'est les principaux demandeurs. Donc la chaîne est assez complexe. Ici l'ivoire va coûter peut-être 30 000 francs le kilo et on va se retrouver à Yaoundé à 150 000 francs le kilo et aujourd'hui en Chine on est à 2 000 $ le kilo. Au niveau des éco-gardes, on peut avoir un impact local. On peut chercher ceux qui ont justement ces chefs d'équipe. C'est souvent des étrangers, ça peut être camerounais, tchadiens, sénégalais. Les Ouest-Africains sont très impliqués dans ce trafic d'ivoire pour rejoindre ensuite des Chinois sur les ports de Douala, Yaoundé, etc. Près de 100 éléphants sont tués chaque jour pour leur ivoire à travers le monde. En Afrique centrale, les chercheurs estiment que d'ici à 2025,
tous les éléphants des forêts pourraient complètement avoir disparu. Voilà pour ce beau reportage de Tatiana Mosso qui est avec nous ici en studio à Washington. Tatiana, merci. Ce reportage qui rappelle les menaces et les trafics en tout genre qui ont cours. Est-ce que les populations locales sont inquiètes ? Alors écoutez, les populations locales, ça dépend desquelles. Si vous parlez des pygmées Bayaka, j'ai envie de dire qu'ils se sont déjà adaptés au fait qu'on leur ait demandé de sortir de la forêt, puisque à l'origine ils vivaient dans ce parc-là. Mais pour pouvoir le préserver, eh bien, il faut arrêter la chasse artisanale. Elle est tolérée jusqu'à un certain niveau. Ceux qui sont réellement inquiets, ce sont ceux qui luttent pour conserver ce parc, cette forêt primaire, pour conserver ces espèces qui sont en voie de disparition. Et oui, ils sont inquiets à cause du trafic du bois, ils sont inquiets parce qu'il y a beaucoup d'or dans la région, beaucoup de diamants, et que tout cela, du fait de la crise centrafricaine, n'a pas forcément été contrôlé depuis Bangui avec un gouvernement fort et suffisant. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, le fléau de la crise centrafricaine à l'origine. On se souvient que Birao, cette région au nord, avait été délaissée et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette rébellion. Donc je pense que le prochain gouvernement devra être fort. Alors justement, Jean-Pierre Leboudère, lorsque vous étiez revenu à Bangui en 2003 en tant que ministre de l'économie, vous avez rapidement démissionné à cause de la corruption galopante. Est-ce que 13 ans après, vous avez le sentiment que les choses ont changé dans votre pays ? Merci. Je crois que ce qui est important, c'est de trouver les racines du mal. Est-ce que c'est un nouveau départ ? C'est possible si on fait un état des lieux pour faciliter le travail à ceux qui auront la charge nouvelle de diriger le pays. Sans ce bilan, où tous les partenaires doivent participer parce qu'eux, ils ont la force, au niveau international, au niveau régional, de lutter contre le braconnage, contre les pillages de diamants, d'or. Il faut un compact, une alliance pour aider le nouveau gouvernement. C'est un nouveau départ, mais ce n'est pas la fin. Le nouveau gouvernement devra faire l'état des lieux et c'est important de remonter aux sources du mal. Et il y a beaucoup d'origines pour ce mal, que ce soit l'armée tribale, que ce soit l'État trop centralisé et qui a délégué le pillage à des comparses, qu'ils soient nationaux ou étrangers. C'est tous ces problèmes. Et de l'autre côté, les armes qui sont toujours là, les élections ne les ont pas fait partir. Qui va ramasser ces armes ? Vous connaissez les histoires de crise. En Sierra Leone, ça a pris combien d'années pour enlever toutes les armes ? Et est-ce que le mandat des Nations Unies leur permet de ramasser ces armes ? Non. Il faut ramasser parfois par la force. Sinon, ces armes restent une épée de Damoclès sur la tête des nouveaux dirigeants. La corruption est partout et en matière de corruption, ce qui est important, ce n'est pas le petit... Ouais. Il faut attraper le gros poisson. Si vous attrapez un seul gros poisson, les petits poissons se mettent en ligne. Ouais, et justement, la transparence, ce sera évidemment l'un des prochains défis du président centrafricain. On rappelle les résultats du premier tour. Le candidat Dologele en tête avec plus de 24% des suffrages, suivi du candidat Touadéra, qui évidemment arrive avec 19,5% des suffrages. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe et à très vite sur VOA Afrique.